Bon, bonjour, je m'appelle Régis Caillot, je suis donc de l'Institut français de la vigne et du vin. Je vous fais une toute petite introduction de cette matinée de conférence. C'est donc une conférence qui est consacrée à l'itinéraire technique de la vigne jusqu'au chai, donc des rosés. Pourquoi cette étude transversale? Tout simplement parce que tous les travaux qui sont faits par Sud-Vin Bio, par l'IFV, par le Centre du Rosé, voilà, ont des travaux transverses et on a pensé que c'était assez intéressant pour une fois de faire de la transversalité. Donc nous allons commencer dans un instant par Gilles Masson, qui est le directeur du Centre du Rosé et qui va donc vous faire une introduction sur l'état des lieux des vins rosés dans le monde. C'est une enquête assez étonnante puisque grâce aux dégustations qu'ils font tout au long de l'année, ils arrivent à faire un état des lieux de la tendance des rosés dans le monde. Ça sera suivi ensuite par donc une partie qui s'appelle maîtrise de l'azote de la vigne à la cave pour gérer les vins rosés. Il y aura donc un rappel de la réglementation par Philippe Cotreau, qui est ici présent, de l'IFV. Après, Pascal Guilbault de la Chambre d'agriculture de la Gironde, et je le remercie d'être venu jusqu'à nous de Bordeaux, pour nous présenter l'apport de l'azote au sol. Ensuite, il y aura Laure Kayla de l'Institut français de la vigne et du vin qui nous présentera la gestion de l'azote et l'expression aromatique des vins rosés. Et puis Valérie Plado de Sud-Vin Bio nous fera une présentation de la nutrition azotée de la levure, donc en cave. À la suite de ce premier module, vous pourrez poser des questions et on répondra à vos questions. Ensuite, il sera 11h, on passera à l'influence des cépages sur les vins rosés. Là, c'est Nathalie Pouzalgue du Centre du Rosé qui nous fera les cépages autochtones lors des vinifications en vin rosé. Et puis Loïc Lecumf de l'Institut français de la vigne et du vin, qui est notre généticien, lui nous parlera de la création des variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium et qui sont adaptées au vin rosé. Pareil, à la fin de ce module, questions-réponses. Et puis enfin, il y aura une table ronde avec des vignerons. Cette table ronde sera animée par Gilles Masson. Et on vous présentera les particularités des rosés bio, les expériences, les retours d'expérience terrain de la part de vignerons qui sont ici présents. Et puis après, on fera une dégustation. À 12h30, il y aura une dégustation de vin rosé. Et voilà, donc ça sera pour terminer dans un esprit de convivialité et puis justement échanger avec les vignerons. Voilà, je vous remercie de votre présence. Et puis maintenant, je vais vous présenter M. Guiraud, qui est donc le président de Sud-Vin Bio et qui va vous faire une petite introduction également. Bonjour à tous. Nous sommes de plus en plus attachés à ces réunions à travers Millésime Bio sur les parties techniques. C'est une alchimie qu'on essaye de mettre en place. C'est quand même important pour les gens qui vont véhiculer l'image de la bio dans le monde entier, d'avoir les connaissances et les compétences pour pouvoir porter le message de la bio. Alors l'association LFV, c'est une association depuis 2 ou 3 ans sur Millésime Bio, mais également tout au long de l'année. On partage des compétences de nos ingénieurs. Et ça, je pense que pour le monde de la bio, je tenais à vous remercier au niveau de l'IFV, qui n'est pas un organisme qui fait que du bio, mais qui aujourd'hui nous accompagne et nous permet de développer énormément de méthodes. Philippe en fait partie, sur toute l'évolution au niveau de la vinification. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça va passer par là, je pense, l'évolution aujourd'hui, toute l'évolution de nos productions en bio, par des moyens, des techniques qui seront conformes donc à la réglementation et qui nous permettront de garder cette identité bio et avoir des produits de haute qualité et stables. Donc tout ce travail-là, c'est un travail que l'on essaye de coordonner, de véhiculer, de vous faire connaître à travers cet événement qui est Millésime Bio, où effectivement les gens sont là pour acheter du vin ou vendre du vin, pas forcément pour avoir des informations techniques, mais si on arrivait à créer cette synergie entre les deux, je pense que ça serait beaucoup plus valorisant pour l'image de la bio et de tout ce qui va se passer. Donc je ne vais pas être plus long, je pense que maintenant nos techniciens vont se mettre à l'œuvre et pouvoir vous donner des informations précises sur l'évolution des rosés. Et il était important cette année, on a pris ce thème-là, c'est que même les bio font de très bons rosés. Et ça, c'était important puisque c'est un marché qui se développe à grande vitesse. Et le marché de la bio est présent dessus sur cette gamme-là. Donc merci. Donc je suis Philippe Cotreau, je vais animer cette conférence.
Donc je vais appeler Gilles Masson, directeur du Centre des Rosés, pour nous faire une petite présentation sur les rosés du monde. Tiens, Gilles. Normalement, à droite. Oui, normalement, c'est rouge. Je reste là. Très bien. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir pensé au Centre du Rosé pour parler un peu des rosés. Alors, pas des rosés bio dans cette première approche. On m'a demandé de faire un petit panorama de ce qui se passait sur le rosé dans le monde, plutôt sous un angle technique. Donc, je parlerai assez peu des vins bio, mais mes collègues y reviendront ensuite. Donc on va parler plutôt technique, on va essayer de voir un peu comment bougent les rosés dans le monde. Peut-être pas sous un angle économique pour diverses raisons. D'abord parce que je ne suis pas compétent en la matière et puis parce qu'hier il y a eu une très bonne conférence sur ce sujet, sur la partie éco et notamment les rosés bio qui a été faite par nos collègues de l'interprofession provençale que vous pouvez joindre et contacter pour plus de renseignements. Simplement juste un petit focus éco pour commencer, pour nous remettre dans le contexte de cette belle aventure du vin rosé. Le rosé aujourd'hui, c'est 10% de la consommation mondiale. C'est, on y reviendra tout à l'heure, des typicités, des goûts qui sont très variés de par le monde. C'est aujourd'hui de plus en plus d'exports, avec 4 bouteilles sur 10 qui sont exportées. Et c'est une valorisation notamment liée à la typicité et au terroir. La France est spécialiste dans le domaine du rosé, aussi bien en termes de consommation, puisque nous sommes les Français les premiers pays consommateurs. On importe beaucoup de rosé pour notre consommation interne. Et également, on est les premiers pays producteurs dans le monde. Alors, un petit focus simplement sur la Provence, qui est notre terre d'accueil aujourd'hui. C'est sans doute la raison pour laquelle on a décidé de donner une connotation un peu rosée à cette matinée. La Provence est bien entendu, vous le savez, spécialiste du rosé avec quasiment 90% de sa production et avec notamment une particularité sur les AOP et les hauts de gamme. Voilà, sur la partie éco, c'est très bref. Retournez-vous vers les chiffres du CIVP si vous voulez plus d'informations. Ça bouge beaucoup de ce côté-là. Sur la question des rosés bio, simplement, moi j'ai retenu de ce que mes collègues m'ont dit 3 éléments, que le premier pays producteur de rosés bio, c'était l'Espagne, et que sur cette question, sur laquelle on reviendra plusieurs fois dans la matinée, rosé et bio, les rosés bio étaient sous-représentés par rapport aux autres couleurs. Donc ça, c'est une première information qu'il faut qu'on prenne en compte dans la discussion de ce matin. Les rosés sont sous-représentés dans le monde du bio et ils sont aussi sous-valorisés. C'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas, sur le plan économique, de la marge que peuvent générer les autres produits rouges et blancs. Donc je crois qu'il faudra qu'on se questionne sur cette partie-là. Alors je reviens à mon domaine de compétences, qui est plutôt les aspects scientifiques et techniques, pour vous dire qu'on a la légitimité à parler du rosé dans le monde parce que chaque année, on a la chance de pouvoir analyser 1200 rosés qui viennent du monde entier, de 30 pays différents. Et ces échantillons de rosé du monde, on les passe sous notre microscope, entre guillemets, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre et voir ce qui bouge sur ce vin de plus en plus prisé, on le sait. La première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est ce qui est, je dirais, en dehors du flacon, ce qu'on voit et qu'on ne goûte pas, le packaging. On ne se prive pas, il manque un S à rosé, on ne se prive pas effectivement quand on analyse tous ces vins qui nous viennent du monde entier, de regarder comment ils sont habillés, parce qu'il y a de l'information aussi. Alors on pourrait examiner toutes les étiquettes, ce serait passionnant, on a commencé à le faire, je n'ai pas de résultats dans ce sens, mais on sait, une petite parenthèse, que le rosé est un vin libre, qu'il est assez moderne et on le voit sur les étiquettes. On observe sur les étiquettes de rosé des choses très dynamiques, très fun, très originales et très libres. Donc je reviens à des choses un peu plus sérieuses, entre guillemets, sur la question du bouchon, qui interroge tous les producteurs, bien entendu. On a une information, on suit donc ces vins depuis plus de 10 ans maintenant, et on voit une évolution sur le bouchage des vins rosés. On était très liège, bien entendu, au départ. On a un peu baissé sur le liège au profit du synthétique, la courbe verte et ces fameux co-extrudés qui ont un peu envahi le marché. Il y a eu une compétition entre ces deux catégories de bouchage. Et puis le développement des bouchons plastiques, entre guillemets, synthétiques, s'est un peu calmé, a tendance même un peu à baisser,
au profit du Liège qui reprend tout doucement des parts de marché grâce aux solutions techniques qu'il a proposées, tous ces bouchons techniques que vous connaissez et que vous voyez. Donc il y a une vraie compétition sur le bouchage des vins rosés sur ces deux catégories d'obturateurs. On voit quand même la vis qui petit à petit gagne du terrain, peu en France, mais quand même un peu, mais également dans les autres pays. Et on voit le bouchon vert qui pointe son nez et commence à être visible. Sur la question des bouteilles, je ferai très bref. Le vert blanc est très important pour voir cette jolie couleur du rosé, hein. Même si parfois on l'étudie en ce moment, ça peut générer parfois des goûts de lumière. C'est quand même la possibilité de voir ces jolies couleurs de rose. La bouteille blanche donc, est plébiscitée par les vignerons, et en particulier la bordelaise. Donc, je vous ai mis un chiffre juste comme ça. 63% des rosés sont embouteillés en bordelaise blanche. Voilà un peu ce qu'on peut observer au gré de notre étude. On analyse, nous, plutôt le contenu du flacon et on s'interroge sur l'évolution de la composition du rosé. Alors, je vais passer très vite sur la question des degrés, notamment, hein, qui nous interroge. Vous voyez la typologie de chaque pays en termes de degrés d'alcool. Vous voyez des pays qui se sont calés autour de 11,5 et d'autres dont la maturité naturelle est beaucoup plus importante et qui atteignent les 13 et au-delà. Donc ça, je dirais, chaque pays a sa particularité à mettre en rapport de l'acidité, du goût des consommateurs qui la consomment, etc. Nous, ce qui nous intéressait plus, c'est de voir s'il y avait une évolution. Parce qu'on était enclin à penser que peut-être le rosé pouvait se permettre une baisse d'alcool que la société, semble-t-il, nous réclame et nous demande. Moi, je vois que depuis 12 ans, ça n'a pas bougé. De 2004 à 2016, on est toujours en moyenne sur les rosés du monde à 12,8. Ceci dit, j'avais cru, là, les 2 dernières années, qu'on voyait ce phénomène d'une baisse du degré d'alcool des rosés. Et je me disais, tiens, ben, le vigneron a saisi la demande sociétale qui lui était faite. Et puis, on se rend compte qu'on est quand même, malgré tout, dépendant du millésime et que sur les 2 dernières années, on remonte. Voilà, j'avais fait un petit focus sur la Provence, dont le degré est légèrement supérieur, mais qui suit la même courbe du rosé du monde. En termes de sucre, peut-être observe-t-on une légère baisse du taux moyen de sucre dans les rosés. On est toujours autour de 4 en moyenne. Hein. Cette valeur cache une diversité très très importante avec des vins d'Allemagne ou de Slovaquie qui sont souvent riches en sucre et ceux qui sont plus méridionaux qui sont en général des vins secs. On voit par exemple l'émergence d'un style en République tchèque qui faisait très peu de rosé, qui se met à faire beaucoup de rosé et avec une tendance de petits degrés et de sucre très important en visant une cible de consommateurs plutôt jeunes. L'acidité également, on l'ausculte, hein, on regarde comment ça bouge. Là aussi, chaque pays a sa particularité à mettre en rapport du degré d'alcool et du sucre qu'on a dans les vins. Et là, on voit une tendance que je surveille précisément parce qu'elle m'interroge. On voit un pH qui est relativement stable, des acidités totales qui ont tendance à légèrement augmenter, comme si on recherchait vraiment dans ce vin-là une notion de fraîcheur. Et plus intéressant, je dirais, pour l'analyste que je suis, l'inversion peut-être des courbes entre l'acide tartrique et l'acide malique. Est-ce que le vigneron du rosé a envie de plus en plus de garder un peu plus de malique dans son vin, ce malique a un goût différent, peut-être un peu moins astringent que le tartrique, peut-être un peu plus frais. Tout ça est à regarder attentivement dans l'avenir. Et on le voit particulièrement sur les rosés de Provence, où vous voyez les 2 courbes rouges, le tartrique et jaune, le malique, qui se sont croisées. Donc y a-t-il une information là-dessous? Nous l'observons. Vous serez peut-être plus sensible à la diapositive suivante, vous qui êtes ici aujourd'hui à millésime bio, c'est la question du SO2 et des sulfites. Alors tout d'abord pour dire si ça traîne encore dans les discours la question du SO2 et des rosés, je dirais qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Tout le monde a bien compris que les rosés n'avaient pas plus de sulfite que les autres vins. En tout cas, les chiffres démontrent tout à fait le contraire. Donc vous voyez là la valeur moyenne du SO2 total dans les rosés dans le monde. On est largement en dessous de 100 mg par litre de SO2 total. C'est une information importante. Et la deuxième info, c'est que vous voyez cette courbe
courbe qui petit à petit diminue. Alors il faut être prudent, il faut faire attention, mais on a perdu quand même quasiment 10 points de SO2 total en 12 ans. Donc là, il y a bien un signe qu'il se passe quelque chose. Et je le redis, il ne s'agit pas des rosés bio, mais des rosés toutes tendances confondues. Alors bien entendu, quand on parle de rosé, on s'interroge sur la couleur. Cette couleur, que devient-elle dans notre observatoire quand on suit les différents pays et les différentes régions? Eh bien, on observe, c'est plus un scoop maintenant, une baisse de la couleur des rosés qui est extrêmement significative depuis 12 ans. Vous voyez dans ce tableau, en 2004, on mesurait 0,8 d'intensité colorante en moyenne sur les 1000 rosés du monde. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, on est à 0,33. On a plus que divisé par 2 la couleur des rosés. Et cette tendance-là touche les rosés de toutes les régions et de tous les pays du monde. Alors on l'interprétera ensemble ensuite si vous voulez. La Provence, terre du rosé, n'est pas étrangère à cette tendance. D'abord, pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle-même éclaircit ses couleurs. Je dirais que la meute est lâchée derrière. Et on peut penser que cette tendance de couleur pâle est un peu le résultat d'une volonté de peut-être mimer un peu ce style qui fonctionne très bien dans le monde entier, qui est ce style Provence, qui est reconnu aujourd'hui par l'ensemble du monde du vin. Voilà la couleur donc, dont on voit qu'elle baisse significativement. Ceci dit, il reste quand même une très belle diversité de couleurs de rosé dans les différentes régions et les différents pays. On a là une palette de nuances qui est absolument extraordinaire. On voit bien le lien entre le monde du blanc et le monde du rouge, et le rosé occupe tout cet espace. Et vous avez compris que nous nous employons, mes collègues et moi, et la filière viticole, à préserver cette diversité de couleurs qui est extrêmement importante parce qu'elle est un repère pour les consommateurs et qu'elle lui dit, quand les consommateurs voient ce vin, que les rosés ne sont pas tous les mêmes. C'est très important de pouvoir proposer une diversité importante. Alors voilà la typologie des rosés dans le monde. L'Espagne qui produit encore les rosés les plus colorés, même s'ils ont éclairci eux aussi. Et puis la France qui est spécialiste de ces couleurs pâles, la Provence en tête. On le voit sur cette diapositive, la Provence et la Corse produisent les rosés les plus clairs de France. Sud-Ouest et Loire continuent à avoir des rosés un peu plus sombres. Et toute cette dynamique entre les 2 extrêmes où tout le monde bouge et où on essaie de se rapprocher des couleurs claires du haut du tableau. Alors tout ça, je dirais qu'on s'interroge à la fois au niveau national avec mes collègues de l'IFV, on s'interroge au niveau plus provençal avec mes collègues du Centre du Rosé. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement que tout le monde se ressemble, que le consommateur ne comprenne plus rien? Ça nous paraît être un risque. Alors on essaie d'identifier les typicités, les typologies des différents rosés de façon à mettre en avant leurs particularités. Voilà la raison pour laquelle on essaie de tracer des portraits robots de chaque région. On sait que le Provence, il a cette gueule-là. Alors ça n'exclut pas que chacun fasse ce qu'il a envie de faire, bien entendu. L'idée, c'est pas de donner une feuille de route, mais c'est de constater que les rosés dans les différentes régions sont différents. Et nous, on s'emploie à essayer de montrer donc dans quelques régions qu'on a des portraits robots vraiment identitaires. Alors, je vous ai rapidement montré que sur le plan analytique, on pouvait avoir des différences entre les vins. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est l'aspect sensoriel des choses. Et on a commencé, dans le cadre d'un groupe national, à étudier les typicités des différentes régions productrices françaises, celles qui s'intéressent à la question du moins, le Val-de-Loire, le Languedoc, Bordeaux, Bergerac, Tavel et d'autres régions encore qui nous rejoignent pour essayer, je le redis, de mettre en avant cette typicité particulière. Alors on a commencé, bien entendu, cette méthode de travail sur les Provences, qui est notre terre d'accueil, et on a posé la question à un jury composé d'un grand nombre de professionnels. On leur a fait déguster tous les vins qu'on a mis dans un grand sac, on a secoué, bien entendu anonymé, et on leur a dit, est-ce que vous pensez que ce vin-là est un bon exemple d'un rosé de Provence? Et sur une échelle de 0 à 10.
Et on a obtenu ce résultat qui est à la fois très intéressant pour nous scientifiques, mais très encourageant aussi. C'est-à-dire que les 7 barres rouges, là, ce sont les Provences, et ils ont effectivement été jugés les plus exemplaires de l'ensemble du panel de vins qui était proposé. Ce qui veut dire, pour ceux qui en doutaient, qu'un Provence, ça se reconnaît des autres rosés et qu'il n'y a pas que le mot sur l'étiquette qui fait la valeur du vin, mais aussi son goût et le contenu. Et je suis convaincu que pour les autres régions, on trouvera les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on réussira à mettre en avant un type de rosé dans chaque région. Voilà, c'est très intéressant tout ça. J'ai fini. Merci Philippe, j'ai fini. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel on s'inscrit, de travail sur les rosés, de comprendre ce qui se passe à droite, à gauche dans le monde, sur le plan analytique et sur le plan sensoriel. Et mes remerciements à l'ensemble des financeurs, à nos hôtes d'aujourd'hui et à mes collègues de travail qui sont restés à vide au banc, mais dont certains sont ici aujourd'hui. Merci.